Merci d'être dans ce studio. Les auditeurs d'Europe 1 ont évidemment aussi beaucoup de questions à vous poser. On va peut-être commencer avec le sujet qui intéresse tout le monde. On en parlait d'ailleurs, pour tout vous dire, pendant la pause de ce match demain qui fédère. Il va y avoir du monde devant la télévision, évidemment, parce que le match va se jouer en Allemagne. PSG à l'Inter Milan. Est-ce que le PSG va réussir l'exploit 32 ans après l'OM, de ramener la coupe en France, la coupe de la Ligue des Champions? C'est vrai qu'on sourit, vous et moi, dans ce studio en parlant de foot. C'est un événement qui devrait fédérer les familles, fédérer les amis. Eh bien, malheureusement, nous avons des craintes de débordement majeur, puisque Laurent Nunez a annoncé un dispositif sans précédent ce matin sur Europe 1. Écoutez. On aura vraiment un très gros dispositif avec au total pour l'agglomération parisienne 5400 effectifs qui seront engagés pour demain soir. Le dispositif, il est que nous avons coupé la circulation et à partir de 19h, nous fermons tous les établissements. Nous disposerons le parc nos véhicules, CRS, gendarmes mobiles, préfecture de police, le long des façades des champs pour protéger les commerces. Il y aura des policiers ou des gendarmes mobiles ou des effectifs de la préfecture de police sous l'autorité du préfet de police qui interviendront à la moindre exaction. Et on sera extrêmement ferme. C'est aussi une mise en garde que j'adresse ce matin. On sera évidemment extrêmement ferme dès lors qu'il y aura des dégradations, des prises à partie des forces de l'ordre. Il y aura des interventions de police. Mais c'est quel dommage d'en arriver là, Prisca Thévenot. Vous êtes député des Hauts-de-Seine, vous craignez aussi des débordements chez vous? Il faut effectivement pouvoir se préparer. C'est bien ce que le préfet Nunez a rappelé. C'est ce que le ministère de l'Intérieur, je pense, est en train de sécuriser pour demain. Ne soyons pas naïfs. Il peut y avoir des débordements, quoi que le score soit d'ailleurs, qu'il soit gagnant ou pas. Quoi qu'il arrive, vous pensez que ça va arriver. Dégénérer. Non, je pense pas que. Je dis qu'il faut toujours anticiper. Et c'est ça le rôle, effectivement, du ministère de l'Intérieur et du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il faut anticiper que des débordements puissent arriver. S'ils n'arrivent pas, tant mieux, mais il faut pouvoir anticiper et pas être pris au dépourvu demain. Maintenant, avant de parler de débordements, je pense qu'on est tous aussi stressés pour le match lui-même et peut-être concentrons-nous déjà sur ce moment qui va être important, qu'on va tous regarder derrière notre petit écran, enfin, en tout cas un certain nombre. Oui, les fans de foot. Oui, moi j'ai 2 petits fans de foot à la maison, donc on sera derrière l'écran. Oui, pour soutenir le PSG, l'équipe française. Mais c'est vrai qu'on se souvient lors de la demi-finale, effectivement, de cette voiture qui avait foncé sur la foule. Il y avait eu des débordements. Les commerçants, évidemment. Vous vous rendez compte que le centre de Paris est bloqué, enfin, on a entendu Laurent Nunez, demain, pour se permettre de sécuriser. Enfin, c'est quand même... Enfin, je sais pas comment vous le percevez, mais c'est pas une fatalité quand même. Enfin, c'est quand même incroyable. Non, mais ça doit pas. Vous avez raison, ça doit pas devenir une fatalité. Et c'est pour ça qu'il faut commencer tout de suite à anticiper pour faire en sorte d'enrayer ce genre de phénomènes qui n'ont rien à faire dans quelconque compétition que ce soit et qui n'ont pas à prendre en otage des gens qui veulent simplement passer un bon moment, célébrer un match, se retrouver en famille ou entre amis. Ça a rien à voir avec le sport. Et les commerçants aussi sont inquiets. Puis alors les commerçants leur demandent un samedi de fermer boutique plus tôt. C'est-à-dire que ils vont vivre avec l'angoisse de se dire pendant toute la soirée, est-ce que ma vitrine va être cassée? On les écoute peut-être les commerçants aussi parce que j'aimerais bien leur donner la parole sur Europe 1. Je ne serais pas du tout détendu ce soir-là. Dans les supporters, soi-disant PSG, il y a aussi des casseurs qui s'infiltrent. Et j'ai pas envie de revenir en début de semaine et voir mon bar complètement éventré. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'être déjà lundi et que ça soit derrière nous. Qu'on va mettre des palissades en bois tout le long des fenêtres. C'est à chaque fois le même problème, quoi. J'ai l'impression que la police ne peut rien faire, en fait. Mais c'est pénible de se dire que peut-être dans l'avenir, il va falloir installer des grilles à l'extérieur. Je vois ma collègue de chez Chaumet, elle a déjà installé ses grilles depuis 15 jours. Non mais c'est incroyable, vous entendez ces témoignages, c'est aberrant. Mais... Ce que disait la dame est tout à fait juste. Parmi les supporters, parmi celles et ceux qui veulent célébrer le foot, il y a des casseurs qui s'infiltrent. Et ça, on le voit, on l'a vu la dernière fois, effectivement, sur la demi-finale. On le voit sur d'autres moments de grands matchs, de grandes compétitions. On a souvenir du Stade de France, souvenez-vous. Bien sûr. Donc, il faut pas être naïf, il faut pas. Vous êtes pour les comparutions immédiates pour les fauteurs de troubles, c'est-à-dire que bon, voilà, on vous arrête parce qu'on a entendu Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui a été très clair. Il va y avoir de la fermeté. Mais c'est quoi? Il faut quoi comme fermeté? Comparution immédiate? Moi, je suis pour, oui, et je vous le dis d'autant plus qu'on a fait voter une loi avec Gabriel Attal il y a maintenant quelques semaines, notamment à l'endroit des mineurs, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a de plus en plus de mineurs dans ces phénomènes de violence urbaine. Et donc, avant, quand vous étiez un mineur, le principe de la comparution immédiate ne pouvait pas s'appliquer à vous. Et donc, il y avait aussi ce principe de je suis mineur, donc de toute façon, il peut rien m'arriver. Donc, on a mis aussi en place un certain nombre d'outils aujourd'hui à la main de celles et ceux qui font respecter l'autorité pour qu'ils puissent la faire
faire correctement au regard des nouveaux phénomènes de violence qui touchent beaucoup de jeunes. Mais à propos des mineurs, là, c'est assez intéressant parce qu'il y a ce rapport qui vient d'être remis. Une arme blanche est impliquée dans 57% des homicides commis par des mineurs. 57%. Avec alors elle a fait des propositions, interdiction à la vente en ligne, des armes zombies, c'est lames d'une vingtaine de centimètres, incurvées à double tranchant. Le rapport qui conseille aussi de les classer en catégorie A, c'est la vice-présidente Naïma Mouchou, voilà exactement, et l'ancien préfet François Ravier qui ont fait ce constat. C'est terrifiant. C'est vrai, les mineurs, c'est un vrai sujet, Prisca Thévenot. Vous avez tout à fait raison, mais au-delà des constats, je pense que les constats, ça y est, on a passé l'étape des constats, hein, on va arrêter. La délinquance très forte auprès des jeunes, on la voit, très très violente. Vous parlez d'armes blanches là, hein. On parle de choses extrêmement graves qui peuvent entraîner des dégâts, voire des blessés ou des morts. C'est pour ça qu'on a mis en place le texte sur la délinquance des mineurs. C'était pas pour faire joli ou pour faire plaisir, c'est pour répondre à un phénomène pour lequel il y avait très peu d'outils. La comparution immédiate possible pour les 16-18 ans, mais voilà, c'est possible grâce à la loi portée par Gabriel Attal. La capacité de réformer l'excuse de minorité pour des délits très graves, et là on peut parler éventuellement de délits très graves, c'est possible grâce à la loi portée par Gabriel Attal. La capacité aussi d'interroger la responsabilité des parents, et pas simplement, par exemple, quand il y a des familles monoparentales, pas simplement la maman, mais aussi aller chercher la responsabilité du papa. Ben voilà, ça aussi c'est possible. En place, c'est appliqué. Mais on vient de le voter. Ouais. On vient de le voter. C'était un texte qu'on avait porté alors qu'on était à Matignon. Et vous vous souvenez, on avait beaucoup souri quand Gabriel Attal, lors de sa passation de pouvoir avec Michel Barnier, avait dit il y a un certain nombre de réformes qui attendent sur votre bureau et qui sont prêtes. Et bien parmi celles-là, il y avait effectivement le sujet de la délinquance des mineurs. Bon, visiblement, ça n'a pas été repris par le gouvernement. Ben nous, on l'a repris à l'Assemblée nationale pour le faire passer, parce que les violences, elles n'attendent pas, et les gens ont besoin de réponses immédiates. Donc oui, nous continuons à agir, même si nous ne sommes plus à Matignon, nous continuons à agir en responsabilité à l'Assemblée nationale. Cette violence des mineurs, vous la constatez aussi, vous, dans votre département, Prisca Thévenot ? Je le rappelle de façon extrêmement simple, j'ai été moi-même victime de violences de très très jeunes l'année dernière pendant la campagne des législatives avec ma suppléante Virginie Lanlot et des militants. Un a eu la mâchoire fracturée. Pourquoi ils se sont pris à vous ? Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs Oui, bien sûr. Ce qui s'était passé ? Ils s'en sont pris à nous tout simplement parce qu'on avait le malheur de coller une affiche. Et je le faisais pas, même quand bien même j'étais en train de coller des affiches à 2 ou 3 heures du matin sur des panneaux d'affichage tolérés et réglementés. Hein. On le faisait à 19h. Tout le monde était dans la rue, c'était encore en plein grand jour parce que c'était l'été, et parce qu'on a eu le malheur de coller notre affiche à côté de celle de mon opposant politique de la NFP. On s'est fait prendre à partie. Incroyable. Pour ça, simplement pour ça. Ils ont fracturé la mâchoire d'un militant. Si ce militant, vraiment que je salue ici, ne s'était pas relevé à chaque fois, je ne sais pas quelle aurait été la conclusion. Elle aurait été dramatique. Et donc oui, parmi ces mineurs ont été condamnés, identifiés, ils ont été jugés, condamnés. Très vite, ils ont été identifiés parce qu'ils étaient déjà connus, en fait. C'était pas des mineurs qui passaient par là, des jeunes qui passaient par là. Ils étaient très très connus. Et il y avait un système de vidéosurveillance dans un des quartiers, donc on a pu aussi les revoir. Et nous, tout de suite, on a déposé plainte. Et je dois dire que la police municipale et la police nationale ont travaillé ensemble. Le judiciaire a suivi et le jugement aura bientôt lieu. Prisca Thévenot, vous restez avec nous. On a beaucoup de sujets encore à aborder ensemble. On va peut-être aussi parler de la situation qui se tend entre Israël et Emmanuel Macron. C'est quand même l'actualité du jour. C'est tout de suite sur Europe 1, il est 19h27. Toujours avec Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement. Je voudrais qu'on aborde l'un des thèmes qui a été édicté par Maël dans le journal. C'est les relations entre la France et Israël qui sont en train de se tendre sérieusement, puisque Emmanuel Macron a eu des mots très fermes vis-à-vis de l'État hébreu. Il veut durcir la position de la France, de l'Europe d'ailleurs, face à Israël, avec des possibles sanctions collectives de la part des 27 États européens. Prendre des sanctions face au gouvernement israélien. Pour quel motif, Prisca Thévenot ? Pourquoi Emmanuel Macron s'en prend-il à l'État hébreu ? Je vous pose cette question parce qu'on l'a senti beaucoup moins mobilisé quand il s'agit de défendre les otages, parce qu'il reste encore des otages. Si, Prisca Thévenot, si. C'est pour ça, pourquoi prend-il ce type de position maintenant ? Vous pouvez pas me dire ça, moi qui suis une ancienne porte-parole du gouvernement, et notamment de Gabriel Attal. Je vous le dis assez simplement. D'ailleurs, on a même eu des menaces parce qu'on a eu l'affront d'aller en Israël ces derniers temps. Notre position, elle est claire, affichée et cohérente depuis le début. La libération des otages, un cessez-le-feu
immédiat et durable, laisser passer l'aide humanitaire, désarmement du Hamas et dans la nouvelle structure qui pourrait y avoir... La création d'un État palestinien. Ne pas avoir le Hamas dans cette structure-là. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire que défendre les civils à Gaza, ce n'est en aucun cas porter préjudice à Israël ? Est-ce qu'on a le droit de se dire ça ? Attendez, la question est de savoir, c'est évident qu'il y a une population qui souffre, c'est la guerre, malheureusement c'est une guerre. Mais la question est de savoir pourquoi Emmanuel Macron, et c'est une question que je vous pose, prend en fait et cause effectivement pour Gaza, mais ne se bat pas pour la libération des otages. Non, faut pas opposer. Il reste quand même 60 otages. Et vous avez raison de le dire. D'ailleurs, vous avez raison de le dire. Il reste encore des otages. C'est pour ça qu'Israël, et rien ne justifie le sang des deux côtés, une vie humaine égale une vie humaine. Exactement, vous avez tout à fait raison. Je le répète. Mais je dis pourquoi Emmanuel Macron, j'ai pas entendu Emmanuel Macron exiger du Hamas la libération de tous les otages. Non, mais non, franchement là, c'est pas honnête. Je le dis franchement, tranquillement, c'est pas honnête. Quand l'a-t-il fait ? On n'a pas fait en plus un grand hommage aux invalides ? Non, je demande quand Emmanuel Macron a-t-il exigé du Hamas la libération des otages ? Mais depuis le début, vous plaisantez, j'espère. Non, mais attendez. C'est hyper grave, là, en fait. Non, déjà, c'est depuis pas le début, grave, c'est très grave, parce que c'est important de rappeler ce qui se passe. Nous avons été les premiers depuis le début à qualifier les attaques du 7 octobre de attaques terroristes. Nous nous sommes même levés dans les médias, sur votre chaîne et comme d'autres, quand des responsables politiques en France expliquaient qu'il s'agissait d'un mouvement de résistance. On a été les premiers. D'accord ? Ensuite, on a été les premiers à rappeler qu'il fallait absolument libérer les otages. On s'est mobilisé très fort et depuis le début. Et en parallèle, demander à ce qu'effectivement l'aide humanitaire puisse arriver à Gaza. Et rappeler qu'effectivement Israël se défend face à une attaque terroriste qu'elle a vécue. Je vois pas ce qu'on est en train de découvrir. Cette position, on la défend depuis le 7 octobre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'essayer de mettre un corner dans la position de la France. Je le rappelle juste, au-delà des familles politiques et peut-être des accointances, on est tous français. Et notre position française, elle nous honore. Effectivement, rappeler l'attaque terroriste du 7 octobre, rappeler que nous avons encore des otages dans les tunnels froids et glaçants du Hamas, rappeler qu'il faut un cessez-le-feu immédiat et qu'il faut absolument anéantir le Hamas. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a le droit, dans ce contexte-là, de dire que nous devons avoir la capacité de livrer de l'aide humanitaire à Gaza ? Qu'est-ce qui est contradictoire dans tout ça ? Non, c'est pas contradictoire. Je dis juste qu'effectivement, on a tendance, qu'on a tendance à oublier ces otages. Il ne faut pas. Et vous avez raison de le rappeler. Il ne faut pas. Qui sont aux mains du Hamas, il y en a encore 60. Oui. Il ne faut pas. Donc, Paul, si le Hamas rendait ces otages, parce que vous ne croyez pas que la situation s'apaiserait ? Interroger Rima Hassan. Enfin, c'est pas moi qu'il faut avoir à votre micro. Excusez-moi. Non, mais Rima Hassan, oui, c'est encore... Non, mais je vous le dis, je vais pas parler, excusez-moi, je vais pas vous répondre pour le Hamas. Je le combats. Emmanuel Macron je le combats, le Hamas, je vais pas vous répondre pour eux. Non, mais je parle pas de ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas exiger ? Mais on l'exige, arrêtez, on l'exige, et on l'exige. Il l'exige pas lui en tant qu'Emmanuel Macron, il l'exige lui en tant que président de la République, notre président, votre président, le mien. Bien sûr. Je veux dire, et ça, il faut le respecter, et il faut d'autant plus le porter et le rappeler s'il y a le moindre doute au micro de toutes les chaînes de radio. Enfin, il faut pas laisser le doute s'installer sur ça. Surtout pas. Ben c'est ça, mais je suis d'accord avec vous, il ne faut pas laisser le doute s'installer sur ça. Quel est notre intérêt à nous, la France, de faire monter la tension avec l'État hébreu, Prisca Thévenot ? Il ne s'agit pas de faire monter la tension avec l'État hébreu, je le redis. Pouvoir avoir un soutien à l'endroit des civils à Gaza, ce n'est pas faire monter... Mais quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron de parler de la reconnaissance d'un État palestinien à ce moment-là ? Vous me parlez de l'aide humanitaire. Oui, regardez. Pourquoi l'État palestinien ? Alors, écoutez ce que disait Marine Le Pen, c'est une des réponses qui a été... Écoutez, oui, mais je suis désolée. On va écouter Marine Le Pen depuis la Nouvelle-Calédonie. Allez, hop. Pas du tout. Écoutez ce que disait Marine Le Pen à ce sujet. Je ne suis pas d'accord avec lui pour une raison très simple, c'est que nous avons toujours défendu la perspective de deux États, mais en l'occurrence, aujourd'hui, reconnaître l'État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas. Et le Hamas est une organisation terroriste qui est, vous le savez, responsable du pogrom du 7 octobre. Donc ce serait, le faire maintenant, ce serait en réalité donner presque une récompense au Hamas. Alors, Prisca Thévenot, est-ce que vous pouvez passer le son ? Non, je me sens pas agacée. Commenter Marine Le Pen, c'est pas mon sujet. Est-ce que vous pouvez passer le son ? Elle a sa voix, elle a une voix. Ok, très bien. Et vous me parlez du président de la République, je pense que c'est bien de l'écouter. Est-ce que vous pouvez passer le son ? Vous devez l'avoir entièrement du propos d'Emmanuel Macron avec les conditions émises.
Ah, combien de temps fait-il? Non, mais sinon, ça va être votre ton de parole. Bon, je vous le dis. Mais non, mais je vous le dis, c'est important. Enfin, on n'est pas là. On a un son. Alors, mais mettez tout le son. Tout le son. Avec la condition. Écoutez, est-ce que c'est ça? Écoutez, Emmanuel Macron. La création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. C'est une exigence politique. Alors qu'est-ce qui ne vous allait pas dans ce qu'il vient de dire? Oui, mais qui parle de la création d'un État palestinien. Maintenant, je pose la question, je ne suis pas Marine Le Pen. Il parle de tous les sujets qui sont après, que vous avez rappelé vous-même à très juste titre et qu'il faut rappeler. Libération des otages, cessez-le-feu immédiat et durable. Pourquoi Emmanuel Macron fait-il Il est interrogé, il faut regarder. Enfin, je veux dire, un moment, la solution à 2 États, c'est la position historique de la France. Excusez-moi, poser la question au précédent gouvernement et au président. Avec ça, bon, et donc il répond à la question en disant attends, et il le dit dans la même phrase, sans point. Il le fait dans la même foulée, dans le même enchaînement, pour justement pas être coupé et pas être dévoyé dans son propos, avec les conditions qu'il a rappelées. Et pardon, les conditions, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut les rappeler, elles sont importantes. Mais c'est toujours cette histoire d'otages, là je vois à l'instant cette information que nous rapporte l'AFP, Israël qui somme le Hamas de choisir, accepter la proposition américaine sur les otages ou être anéanti. C'est-à-dire que... Il faut anéantir le Hamas. Ouais. Est-ce qu'il faut anéantir le Hamas? Oui. C'est un mouvement terroriste qui tient, encore une fois, et des otages dans les tunnels et une population sous otage. La population de Gaza, son premier ennemi, c'est le Hamas. Point. Il faut anéantir le Hamas. Il faut anéantir le Hamas. Merci beaucoup, Prisca Thévenot. C'était passionnant. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement. Je vous souhaite un bon match avec vos enfants demain. Merci. Et on espère que le PSG va gagner. Ce serait formidable d'avoir la coupe à la maison 32 ans après. Merci beaucoup d'être venu dans le studio d'Europe 1. Il est 19h40.